Alors bonjour, aujourd'hui le 30 avril 2020, mon nom est Jean-François Sameret, bienvenue à ce troisième Énergie renouvelable. Nous avons conçu cette série de webinaires afin de profiter de cette période de confinement pour réfléchir à deux grandes crises que nous traversons actuellement au Québec en lien avec la pandémie, c'est-à-dire la crise économique et ainsi que la crise climatique. Notre objectif à l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable et avec nos partenaires, c'est de vous amener, vous tous, à réfléchir ensemble sur des solutions qui peuvent nous sortir de ces deux enjeux en même temps, soit la crise climatique et la crise économique. Alors aujourd'hui, comme thème, nous avons la grande question, pour des légumes verts à l'année, pourquoi pas chauffer vert? N'est-ce pas? C'est une question, une affirmation ou une interrogation. On va voir si c'est possible avec nos invités qui sont avec nous. Donc, dans le carré en bas à droite, Jacques Demers, PDG des productions horticoles Demers. Bonjour Jacques. Bonjour. Donc, Louis-Martin Dion, juste en haut, qui est associé chez Gobeil-Dion, une firme d'ingénierie spécialisée dans le secteur thermique. Bonjour. Et Léon Gosselin, gestionnaire du programme Chauffer Vert chez Transition énergétique Québec, Tech et pour les victimes, c'est la société d'État chargée de la transition énergétique au Québec. Alors, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Donc, de commencer, et comme on l'a fait la semaine dernière, permettez-moi de revenir sur quelques questions qui nous ont été posées la semaine dernière. Si vous avez vu l'émission de la semaine dernière, vous allez sur YouTube et vous tapez sur YouTube dans le en haut de recherche, vous tapez AQPR et vous allez arriver sur notre canal et vous allez pouvoir voir nos différentes émissions. Alors, je rappelle à mes partenaires avec moi ce soir, si vous ne parlez pas, vous fermez votre micro, ça va permettre à tout le monde de bien l'entendre. Donc, trois questions qui ont été posées. Donc, on a une première question qui était, parce que notre émission de la semaine dernière, c'était sur la biométhanisation dans le secteur agricole et agroalimentaire. Est-ce que la biométhanisation met moins de GES que le compostage par tonne de matière organique? La réponse, c'est une hiérarchisation, comme nous l'avait rappelé Annie. Donc, le compostage émet moins de GES que l'enfouissement dans un site lieu d'enfouissement technique qu'une tonne de matière organique, mais le fait de biométhaniser dans un cylindre, dans un biométhaniseur, la même tonne permet d'émettre moins de GES que le compostage parce qu'au net, le gaz naturel renouvelable qui est généré permet de déplacer des combustibles fossiles. Donc, au haut de la pyramide, il y a la biométhanisation. Il y a une autre question qui nous a été posée. Est-ce qu'on peut savoir le prix de vente du mètre cube de gaz naturel renouvelable livré aux distributeurs? Là, on voit des gens qui étaient dans les modèles économiques. Alors, actuellement, et on n'a pas encore la nouvelle décision de la Régie de l'énergie, mais actuellement, le prix, si ça vous intéresse, vous allez voir les conditions de service chez Énergir sur leur site Internet, 8,90 $ du gigajoule ou 34,13 cents du mètre cube. Voilà. Autre question, combien est-ce qu'il faudrait de projets comme Agri-Énergie pour atteindre le 5 % de gaz naturel renouvelable visé par le projet de règlement en 2025? Bien, la réponse, c'est 66. Voilà. Et la dernière, peut-on se procurer des composteurs qui récupèrent l'énergie produite par la décomposition? Donc, est-ce qu'on pourrait avoir à la maison des biométhaniseurs? Bien, malheureusement, actuellement, il n'y en a pas vraiment au Québec, mais la réalité, c'est qu'on soit en Inde ou qu'on soit en Chine, il y a tout près d'une centaine de millions d'habitants dans ces deux pays combinés qui cuisinent et qui se chauffent, qui s'éclairent ou qui cuisinent avec leurs résidus de table mis dans des cylindres de béton et des systèmes. Donc, ça existe, mais pas encore au Québec. Donc, ça met la table pour la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut utiliser les matières organiques? Est-ce qu'on peut utiliser la biomasse pour produire des légumes verts à l'année? On va commencer avec quelqu'un dont c'est le quotidien, quelqu'un qui cultive le Québec. Il est sur votre temps. Vous ne le savez peut-être pas, soit par les fraises, soit par les framboises, soit par les tomates. Et on va demander à M. Jacques Demers de venir nous présenter est-ce que c'est faisable de faire des légumes à l'année. Donc, Jacques, je te laisse partir ta présentation, puis je ferme mon micro et on t'écoute.
Oui, bonjour. Mais oui, c'est certain que je vais m'empresser à répondre oui, c'est faisable et on le fait. On le fait déjà depuis plusieurs années. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Jacques Demers, je suis agronome, président directeur général de production horticole de Mers à Lévis. Nous avons des installations Saint-Nicolas plus précisément et à Drummondville. Alors, je vais démarrer ma petite présentation. Écoutez, j'ai fait une petite présentation question de vous montrer un peu ce que nous faisons, ce qu'on est exactement de Mers. Comme Jean-François l'a dit d'entrée de jeu, oui, vous avez sûrement vu passer, goûter, manger nos produits dans vos supermarchés. Alors, on a une entreprise qui distribue à la grandeur du Québec les produits que nous fabriquons, que nous produisons. Donc, nous avons deux secteurs d'activité. Le premier, c'est la production en serre de tomates et poivrons principalement. Et la deuxième, nous sommes aussi dans les petits fruits, fraises et framboises, en saison et partiellement en serre aussi et sous tunnel. Alors, notre entreprise, une petite histoire, donc c'est une entreprise familiale que mon frère et moi, Régent, on a acheté de nos parents en 1990 et que nous avons fait évoluer passablement dans les dernières années, dans les 25 dernières années en fait. Et maintenant, bien, on cultive 13 hectares de culture en serre avec une serre qui est en particulier chauffée avec les résidus en fait, le captage de biogaz et la récupération d'énergie sur un site d'enfouissement. Nous avons aussi une autre serre située à Lévis qui est chauffée entièrement à la biomasse forestière. Attends un petit peu, on va... Est-ce que vous voyez ma présentation, Jean-François? OK. Voilà. Alors, au fil des années, notre entreprise s'est développée, elle s'est ajustée. Et une chose bien importante, c'est qu'elle s'est ajustée aussi en fonction de ce que nous avions comme objectif et comme clientèle. C'est ce qui implique, c'est ce qui, à un moment donné, exige la taille de l'entreprise. Donc, on avait des objectifs de viser la grande distribution au Québec. Et pour arriver à y faire, il faut nécessairement répondre au volume de ces clients-là. Et j'entends ici principalement là, aux trois grandes chaînes d'alimentation au Québec et les autres, bien sûr. Mais disons que la grande distribution, on sait que ça couvre environ 75 des volumes de consommation au Québec. Et notre choix, c'était d'aller vers ces gens-là. Et pour ce faire, il faut bien entendu offrir les volumes, être un joueur constant en qualité, en quantité et faire en sorte, bien sûr, qu'on ait des prix compétitifs parce qu'à ce moment-là, on tombe dans les ligues majeures, comme on dit, là, où il y a énormément de compétition et il faut tirer notre carte du jeu par des innovations. Et au Québec, bien, une de ces innovations que nous avions décidé d'exploiter, c'était la fenêtre de produire en serre durant l'hiver pour profiter des moments hors saison où il y a très peu de produits et où la courbe de prix est plus favorable à affronter le marché. Alors, une de ces actions a été de produire à partir de l'utilisation de l'électricité pour éclairer la culture. Parce qu'au Québec, il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation nordique où la lumière durant les périodes d'hiver, elle n'est pas suffisante pour produire certains légumes, en l'occurrence le poivron, la tomate, le concombre. Donc, il faut alimenter la serre avec de l'éclairage supplémentaire. Je vais tenter de changer de... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nos serres sont chauffées avec de l'énergie, en fait, qui est renouvelable, qui est recyclée à partir de la décomposition des déchets d'un site d'enfouissement du côté de Drummondville. On utilise aussi la cogénération sur la récupération de chaleur des moteurs de fabrication d'électricité. Et ici à Lévis, c'est la biomasse forestière. Alors tout ça, c'est quand même
un seul objectif, en fait, c'est d'obtenir des coûts d'énergie qui sont moindres parce qu'au Québec, bien entendu, il fait froid et on doit suppléer passablement d'énergie pour couvrir les opérations d'une culture normale. Au Québec, il y a une centaine d'hectares de production en serre et il y a encore passablement de place et de produits à produire. On travaille régulièrement sur de la diversification de produits. Comme je vous disais, on fait du poivron, on fait des essais de culture de fraises aussi. C'est pas mal toujours les mêmes défis, hein. Il faut arriver d'en faire une culture rentable pour arriver à dégager des profits, bien entendu, puis de faire en sorte qu'on peut faire croître l'entreprise comme tout autre secteur. Et ça, c'est malgré tous les problématiques ou les risques qui sont reliés à une production à partir d'une plante vivante où on peut obtenir toutes sortes de difficultés, problèmes de virus, problèmes d'insectes, etc., problèmes climatiques. Donc, les risques sont relativement élevés et il faut donc bien calculer tout ça pour faire en sorte qu'on puisse dégager des profits et être en compétition avec le reste des joueurs du marché. Au Québec, l'hydroélectricité, on en a beaucoup. On pourrait bien sûr l'utiliser un peu plus efficacement, en fait, pour convertir tout ça, cette ressource-là, en légumes. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Il y a nécessairement une fenêtre qu'on peut exploiter qui passe par l'utilisation de l'électricité, l'hydroélectricité, pour couvrir une bonne partie de notre alimentation en fruits et légumes durant la fenêtre hors saison. Vous savez ce que je veux dire exactement sur ce point-là. Donc, au Québec, il y a plusieurs producteurs sur le territoire, mais très peu utilisent en fait l'électricité pour augmenter l'éclairage de la culture pour traverser la période d'hiver et d'arriver à produire durant cette période-là. Alors, au Québec, on a parlé de quelques chiffres là, qui sont maintenant un peu plus connus, mais on pense qu'avec quand même une certaine quantité d'énergie, pas plus d'1 térawattheure au Québec, on pourrait facilement combler tous les besoins que notre secteur, le besoin que la commercialisation et la consommation du Québec, pardon, et même penser à de l'exportation pour améliorer notre balance commerciale. Donc, c'est un secteur qui est encore en développement et qui a un fort potentiel. Ça se fait, bien entendu, toujours dans un contexte où la rentabilité et les défis techniques sont très élevés. Alors, il faut mettre en place, je pense, un environnement d'affaires qui est favorable au développement du secteur. Alors, je vais prendre quelques questions, si vous voulez bien. Je vous remercie beaucoup. C'est ma première expérience de webinaire. C'est pas évident. Alors, merci de votre compréhension. Alors, j'ouvre mon micro. Donc, ben non, tu as très bien fait ça, Jacques. Écoute, donc, ce que je comprends, c'est que l'entreprise chez vous, ça fait 3 générations que vous y êtes. Vous l'avez diversifié. Vous êtes la principale pépinière de plantes fraises. Et là, vous avez vu, ton frère et toi, une croissance dans le secteur des serres. Mais je pense que tu l'as bien amené. La réalité en serre, c'est qu'il y a moins de lumière au Québec. Les jours raccourcissent. On n'est pas la Finlande ou la Norvège, mais néanmoins, le nombre de jours, le nombre d'heures d'ensoleillement diminue par rapport aux besoins de la plante. La chaleur diminue. Et donc, ce que le client s'attend, c'est un produit bio qui est livré local, produit sans GES et livré chez lui moins cher que le Mexique. C'est à peu près ça votre défi? Oui, c'est à peu près ça le défi. Dans le fond, c'est d'offrir des produits frais durant la fenêtre hivernale, comme vous venez de le dire,
mais toujours à compétition avec une valeur nutritive, bio ou conventionnelle. Mais essentiellement, c'est un bon résumé. Il ne faut pas oublier que l'électricité dans les serres, puisqu'on en parle beaucoup, que ce soit à partir de l'hydroélectricité, en fait, c'est essentiellement pour l'éclairage de la culture, pour suppléer et compenser au fait que, comme vous avez dit, on est en climat nordique et qu'il manque passablement d'énergie lumineuse pour obtenir des fruits matures pendant une certaine période. C'est là qu'on doit tabler sur cet avantage. Parfait. Donc, on voit Nick qui nous dit, est-ce qu'il y a des initiatives pour valoriser des rejets thermiques des usines ou des centres de données pour chauffer les serres? Là, on ne va pas voler le punch à notre prochain conférencier, donc je suis sûr qu'on va avoir une réponse à ça. Marie-Claude Goulet nous dit, peut-on penser à un projet de culture en serre pour un projet communautaire? Donc, explique-nous la gestion au quotidien d'un projet, le communautaire ou la coopérative, ça peut exister, mais explique-nous un peu dans le quotidien là, ou dans une saison, qu'est-ce que ça suppose? Là? Je l'ai vécu, je l'ai été producteur en serre, mais explique-nous là, la logistique qu'il y a derrière ça. Oui, bon, écoutez, les serres qu'on dit, disons, commerciales ou qu'on voit à grande surface, ce sont des équipements, des structures qui sont spécialisées et dédiées à un type de culture en particulier. Donc, tomates, concombres et même, idéalement, on pourrait même dire à la limite qu'on va faire un type de tomate dans une serre. En fait, la question d'avoir une serre qui est avec une multiple production, ça augmente beaucoup les défis et les risques de production. Et aussi, les installations au niveau des infrastructures, on doit multiplier plusieurs équipements, compartimenter la serre, parce qu'il faut gérer les températures pour chacune des cultures si on veut faire en sorte qu'on ait un optimum de production, un maximum de production. Je pense qu'il y a des modèles qui peuvent être développés à plus petite échelle, plusieurs cultures, plusieurs interventions, plusieurs personnes de type communautaire. Je pense que oui, c'est possible. Ça reste à faire encore. Mais ce que tu nous dis, c'est que chaque plante a sa température. Donc, le piment demande plus de chaleur que la tomate. On demande un éclairage différent. Donc, si on veut maximiser les retombées, bien qu'on soit communautaire, on veut quand même s'assurer que tout le monde en ait. Et donc, ce faisant, on pourrait avoir une serre pour une plante, une autre serre pour un autre type de plante, pour avoir du contrôle biologique ou autre là, à l'intérieur. Oui, absolument. C'est certain que dans une serre dite communautaire versus une serre commerciale, je pense qu'il y a deux objectifs qui sont complètement différents au niveau de maximiser les rendements de production. Dans une serre commerciale comme les nôtres, on n'a pas le choix d'avoir vraiment une préoccupation constante sur les coûts de production dans le but d'obtenir de la rentabilité et des marges suffisantes parce qu'on fait face à la compétition, parce que c'est ce que nos clients exigent aussi, etc., etc. Donc, et on est pris nécessairement, on est pris dans un modèle. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de qualité de fruits, de calibre de fruits, de poids moyen d'un fruit. Donc, quand on est dans une situation complètement différente, une serre communautaire, je pense c'est complètement une autre dynamique et c'est tout à fait possible de penser, oui. Parfait. Donc, on a Lily Benson qui nous dit vous parlez d'un environnement d'affaires favorable. Qu'est-ce que ça veut dire précisément pour vous? Alors, l'environnement favorable, ça veut dire que du côté d'hydroélectricité, on a besoin d'une tarification qui est moindre que ce que nous avons présentement. Alors, ça, c'est à la base parce que l'énergie est lumineuse. Donc, l'énergie pour éclairer une culture, c'est relativement coûteux sur une année et sur un poids dans le coût de production total. Ensuite, l'environnement d'affaires. Alors, l'investissement pour produire et mettre en place une serre, il est extrêmement élevé. On parle de plusieurs centaines de dollars pour fabriquer une serre pour 1 mètre carré, où souvent on va parler d'une serre à un coût à l'hectare de l'ordre de 3,5 à 4 millions de dollars l'hectare. Donc, le taux de financement pour provoquer et ficeler des projets d'investissement importants parce que le modèle, disons le modèle le plus efficace ou qui a le plus d'avenir, c'est quelque chose entre 5 et 10 hectares.
Donc, on parle des investissements de l'ordre de 20 à 40 millions de dollars facilement. Donc, le coût financier d'un projet semblable, quand on ajoute tous les risques financiers qui sont autour d'une production, bien, ça devient très difficile à mettre en place. Parfait. Donc, mais je pense que justement, on parle d'environnement d'affaires, on parle de retour d'investissement, on parle, je vois Jacques-Alexandre Fortin qui nous parle des rejets de chaleur. Et donc, Louis-Martin, regarde bien cette question-là, parce que c'est à toi maintenant de venir poursuivre sur l'environnement d'affaires et pourquoi est-ce que de plus en plus de gens regardent d'autres formes d'énergie comme l'équipe des Serres de Metz l'a fait. Donc, je te cède la parole et je coupe mon micro. À toi. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. En fait, c'est vraiment des questions déjà très pertinentes et je vais essayer pour ma présentation, je vais m'assurer de rester du point de vue des producteurs en serre pour vous faire un survol rapide de différents types d'énergie renouvelable ou en fait d'énergie alternative justement pour chauffer des serres, tout en évoquant un peu, soulignant les tendances, les opportunités aussi de développement et de recherche même pour certaines. Donc, ça va être un survol rapide, mais qui touche justement à ce qui était évoqué plus tôt dans les questions. Donc, nous, en fait, pour nous présenter, notre firme, là, Gobeil Dion et Associés, on est une firme de génie conseil qui se spécialise en chauffage à la biomasse forestière, mais aussi en efficacité énergétique et on a une bonne équipe aussi de gestion, de construction de serres. Donc, on va couvrir dans nos services autant à l'avant-projet sur les études, les audits, jusqu'à la planification et l'implantation en tant que telle du projet sur le site. Donc, en premier lieu, je vais vous parler de chauffage à biomasse forestière, dont l'un des projets que M. Demers a fait, mais ce cas-ci, celui des serres Savoura, donc à Saint-Janvier. Le producteur, lui, en 2018, a fait construire près de 6 hectares de serres, donc c'est environ 600 000 pieds carrés de serre pour la production de tomates bio. Et justement, dans la conception de son projet, au niveau de ses systèmes de chauffage, il devait faire un choix entre des systèmes conventionnels, notamment le gaz naturel, mais il était très intéressé par le chauffage à biomasse forestière, particulièrement. Parce qu'il faut se rappeler que pour justement, comme M. Demers l'a évoqué, les coûts de chauffage sont des coûts substantiels pour leur coût d'opération. Environ, disons, le tiers des coûts d'opération pourrait être au niveau du chauffage, donc au Québec. Et la biomasse en tant que telle a le potentiel de générer des économies allant de 30 à 75 %. Bien entendu, selon à quel combustible on compare, quel scénario de référence on fait référence, donc soit le propane ou le gaz naturel. Et il faut aussi se rappeler que quand on parle de chauffage à biomasse, on parle bien de chauffage à biomasse moderne. Donc, c'est plus les bûches de bois qu'on envoie dans un foyer qui boucanent, mais vraiment des systèmes modernes, conception très efficace à haut rendement et entièrement automatisée. Et donc, lorsque le producteur doit faire son choix de système, veut investir dans une énergie renouvelable, il faut toujours qu'il se rappelle aussi, en termes de sécurité de production, d'avoir des systèmes d'appoint, d'avoir des systèmes de backup. Donc, c'est toujours essentiel à leur niveau. Et donc, c'est le choix qu'a fait les Serres Savoura, donc d'investir dans un système à la biomasse, mais aussi un choix qu'a fait d'autres producteurs en serre au Québec, à différentes grosseurs, les serres royales, Serre-le-Fort, Excel-Serre et même les serres de Mercer à Saint-Nicolas. Et le point commun qui guidait la décision, bien entendu, il y en a plusieurs, mais un des points importants, même que Jacques a évoqué, c'est la nécessité d'avoir des retours sur investissement très compétitifs. Donc, on parle souvent de l'ordre de 2 à 3 ans parce qu'au-delà de ça, il peut y avoir tellement de changements, le marché est tellement compétitif, il y a tellement de pression des produits étrangers et extérieurs qu'au-delà de ça, ça peut être difficile financièrement de justifier un coût. Et on sait aussi que pour des systèmes à la biomasse, les investissements initiaux sont plus élevés que des systèmes conventionnels. Mais heureusement, c'est pour ça qu'il existe des aides financières comme celle de Transition énergétique Québec, dont justement M. Gosselin va parler à la prochaine présentation. Donc, il reste que la biomasse a l'avantage aussi lorsqu'on
qu'on dépense des budgets d'opération dans l'énergie, cet argent-là est remis dans l'économie locale. Donc, ça va être vraiment l'économie régionale et encore un bon potentiel de développement, tant au niveau d'assurer d'implanter les bonnes pratiques, mais aussi de développer, d'améliorer les pratiques et de s'assurer qu'on choisisse des bonnes technologies qui soient bien installées et bien opérées. Je vais maintenant enchaîner avec pour revenir en fait aux serres de Mers, justement près de Drummondville, parce que le projet était très intéressant, notamment parce qu'il était à la fois chauffé avec le biogaz qui venait du site d'enfouissement, mais aussi le site d'enfouissement voisin des serres génère de l'électricité par leur système de cogénération et la chaleur qui est produite par la cogénération est donc récupérée pour chauffer les serres. Et sans dire que c'était une option très favorable pour M. Demers, parce que non seulement il a construit les 3 hectares, autour de 3 hectares autour de 2012, mais a continué d'investir pour construire près de 7 hectares de tomates en 2017 aussi. Maintenant, pour ce qui serait d'opportunités, peut-être de développement au niveau du biogaz, je vais faire un résumé assez court pour du concept d'enrichissement en CO2 dans les serres. Donc, il est de pratique courante dans l'environnement d'une serre d'augmenter les concentrations de dioxyde de carbone à l'intérieur et ça favorise en fait la production, ça augmente la productivité des serres, donc plus de tomates par surface, par pied carré. Et les pratiques standards pour faire ça, ça peut être soit avec du dioxyde de carbone liquide qui est évaporé à l'intérieur de la serre, mais aussi par la combustion de gaz naturel. C'est-à-dire que le gaz naturel est brûlé dans un brûleur à haute efficacité et le dioxyde de carbone, au lieu d'aller dans la cheminée, est redirigé à l'intérieur de la serre. Et ça, c'est une pratique très courante. En fait, ça se fait depuis très longtemps. Les technologies existent déjà et sont sécures, autant au point de vue des travailleurs que des plantes. Mais là où il y aura un intérêt avec le biogaz, c'est de pouvoir récupérer le CO2 aussi de la combustion pour enrichir la serre et d'augmenter la production. Le défi reste que pour la production de biogaz, naturellement, ça qui vient de décomposition de déchets, on se retrouve des impuretés dans le biogaz. Et ces impuretés-là peuvent être traitées, filtrées, notamment pour ce qui est d'utiliser dans la cogénération, mais quand viendrait le temps d'utiliser pour du CO2, à l'intérieur de la serre, il faudrait développer un dispositif, il faudrait qu'il y ait un système qui permette d'assurer qu'il n'y ait vraiment plus aucune impureté, de sorte que ça soit utilisé à l'intérieur des serres. Donc, encore là, une opportunité intéressante. Maintenant, je vais revenir en fait au rejet thermique qui faisait l'objet des questions dont bénéficie le projet des serres de Mers à Saint-Nicéphore, près de Drummondville. Il y a vraiment une tendance, un intérêt grandissant envers les rejets thermiques qui vient beaucoup du fait qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans diverses industries à augmenter leur efficacité énergétique, donc à essayer de trouver s'il n'y a pas des pertes de chaleur, s'il n'y a pas des excédents de chaleur qui pourraient être revalorisés. Et les sources peuvent être variées. Donc, on a parlé des usines de cogénération, produisent de l'électricité et de la chaleur, mais aussi, on parle aussi de centres de données. Donc, on pourrait imaginer, disons, un Amazon, un Google qui viendrait installer des serveurs au Québec et la chaleur produite des serveurs pourrait être récupérée pour chauffer un autre bâtiment, mais aussi les serres. Parce que les serres demeurent de très bons candidats pour ce type de projet-là, pour le type de récupération de chaleur, étant donné leurs besoins importants durant l'hiver. Bien entendu, il y a d'autres types d'industries aussi où on peut retrouver des rejets de chaleur, des énergies résiduelles comme ça, qui sont sous différentes formes. Donc, on peut parler d'air chaud, d'eau chaude, de vapeur, d'huile thermique. Mais si on vient du point de vue des serres, les serres sont généralement chauffées soit par air chaud, disons qu'on généralise, mettons, air chaud pour la production ornementale et à l'eau chaude pour la production de fruits et légumes. Donc, dans des tuyaux radiants, des tuyaux qui sont répartis au travers de la serre, de sorte qu'il y a une température vraiment uniforme pour toutes les tomates de la serre d'un bout à l'autre, des 6 hectares ou des 10 hectares ou plus.
Mais il faut se rappeler, le défi, en fait, pour les rejets thermiques, c'est que ce n'est pas tous les rejets thermiques qui sont égaux. Ça veut dire qu'il y en a qui sont à haute température, donc qui peuvent être utilisés pratiquement directement pour la serre avec un échangeur de chaleur entre les deux. Mais on retrouve beaucoup, on se fait souvent solliciter pour des sources de rejets thermiques qui seraient en plus basse température, donc autour de 30, 40 jusqu'à 60 Celsius. Et là, il y aurait une opportunité de développer un système, si on peut imaginer, disons, à la maison, une thermopompe qui permet de chauffer la maison, mais là, ce serait un type de pompe à chaleur qui permettrait d'augmenter, de maximiser l'énergie qui est à basse température pour être capable de chauffer adéquatement une serre. Donc, encore une fois, un intérêt très intéressant de ce niveau-là. Et maintenant, je reviens aussi au chauffage à l'électricité. Donc, au Québec, on bénéficie là, naturellement de l'hydroélectricité, d'énergie très propre. Au niveau du chauffage, vu que aussi la lumière a été évoquée un peu plus tôt, mais au niveau du chauffage des serres, les technologies de chauffage électrique existent. L'expertise aussi existe au Québec, mais le défi demeure au point de vue de la rentabilité. Donc, ce n'est pas souvent viable pour certains producteurs. Ça peut dépendre de l'échelle, de la grosseur du producteur aussi, parce que même à petite échelle, des fois, ça peut demander des investissements importants au niveau d'une nouvelle entrée électrique pour être capable de combler une puissance plus importante là, de reliée au chauffage. Mais il y a aussi la question du tarif, c'est-à-dire que si dans les coûts annuels, le chauffer électrique demeure plus cher que de chauffer au gaz naturel, bien entendu, le producteur en serre va choisir ce qui va être plus conventionnel pour demeurer compétitif en tout temps. Mais on sait qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment par rapport à ça, par rapport à évaluer quel serait un tarif idéal, quelles seraient les conditions idéales pour qu'il y ait d'autres producteurs qui puissent chauffer en serre, et ça a lieu présentement. Et puis, pour continuer, en fait, c'est ça. Pour conclure, en fait, vous voyez que c'est un survol très rapide de différents systèmes. Il y a différentes opportunités qui existent en énergie renouvelable pour chauffer les serres, et il y a encore beaucoup de place au développement aussi. Si on revient au niveau de la biomasse forestière résiduelle, c'est une belle opportunité de continuer à développer l'économie locale et régionale. Si on pense au biogaz, il y aurait l'opportunité de développer des systèmes pour aller même jusqu'à récupérer le CO2 qui viendrait de la combustion du biogaz. Au niveau des rejets thermiques, il y a énormément de potentiel, mais il s'agirait peut-être de trouver une façon de maximiser le rejet thermique pour être sûr que ça puisse chauffer une serre et s'assurer aussi que ce soit une source fiable d'énergie. Et finalement, au point de vue du chauffage électrique, il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà en place, de technologies qui existent, mais certains éléments au point de vue investissement et tarifs restent à définir pour que ce soit un choix possible pour un producteur en serre. Et bien entendu, parmi tous ces choix-là de nouvelles technologies, le producteur en serre, étant donné de l'importance de sa culture, étant donné des risques reliés à sa culture, doit toujours avoir un système de backup, un système d'appoint, souvent conventionnel, mais qui va lui permettre, au cas où il y a des défauts techniques, qu'il puisse continuer la production et ne pas perdre une production qui serait même annuelle. Mais au moins, il y a plusieurs choix alternatifs, renouvelables, très intéressants. Et finalement, ce qui relie tous ces points-là, ce qui va aider le producteur à faire son choix, c'est vraiment l'importance du retour sur investissement, de développer des idées, des technologies qui vont être abordables pour demeurer compétitif au Québec et offrir des produits abordables, locaux pour les Québécois. Donc, voilà mon survol des énergies renouvelables pour les serres. Super, super. Alors, on va demander à la régie de nous ramener tout le monde ensemble, donc de faire stop share. Stop, voilà. Alors, donc, je comprends, je voyais Jacques regarder avec intérêt. Donc, je comprends qu'il pourrait également avoir, donc, Jacques, vous avez chez vous toujours une énergie, si jamais il y a un verglas, si jamais il y a un problème avec la puissance à la pointe, ça vous prend quelque chose pour chez vous pour vous ne pouvez pas, quand il fait moins 30, manquer d'électricité ou manquer de chauffage. Non, exactement. C'est clair et net que ça prend un système de sécurité qui vient prendre le relais s'il y a un manque quelconque. Vous savez, tous les équipements finissent par manquer, les moteurs à changer, etc. Donc, idéalement, on cherche un système de sécurité qui va couvrir environ 60% d'une demande là, pour une serre, par rapport à une serre qui est en 100% de demande. C'est ça, 60%. Donc,
le système que vous mettez là doit couvrir 60% de la demande, mais idéalement, vous allez vous en servir 20-30 heures par année pour faire l'entretien de l'autre système. Là. C'est à Oui, peu près. effectivement. L'entretien aussi vient jouer dans la sécurité. Oui. C'est vraiment un système de sécurité parce qu'on peut imaginer mois de janvier, moins 30, manquer une seule nuit de chauffage pourrait être absolument désastreux pour toute même l'année financière du producteur en serre. Donc, c'est vraiment une mesure de sécurité essentielle, mais ce n'est pas une utilisation constante, c'est vraiment par sécurité. Parce que derrière ça, la question, on va venir à celle d'Alexis, là, mais derrière ça, quand vous plantez un plant de piment ou un plant de tomate, entre le moment où vous le mettez en terre et le moment où vous récoltez, si jamais tout gèle, il faut repartir, il faut ramener tout à la bonne température, puis il faut repartir. Donc, ça vous prend quoi? 3 mois, 4 mois, 5 mois avant de retourner là? Oui, à peu près. Pour la tomate, c'est 4 mois. Pour le poivron, ça fera 5 mois. C'est des pertes financières énormes parce que chacune des cultures a un temps d'arrêt ou un temps de non-production. Et donc, on accumule tous les coûts qui sont engendrés durant cette période-là et on les ramortit dans le fond pour le reste du cycle de production. Alors, imaginez si on a à interrompre un cycle de production dès son départ ou au milieu. Donc, ça veut dire que tout l'amortissement des coûts doit être absorbé par la seule production de l'année et c'est catastrophique au niveau financier. Donc, l'encanteur se pointe chez vous le lendemain, là, à peu près. Bon, Ah, OK. On souhaite. Il nous dit quelles sont vos initiatives pour développer certaines opportunités avec les universitaires au niveau ingénierie, premier, deuxième, troisième cycle. Est-ce que vous avez des initiatives? Qu'est-ce qui reste encore à développer au Québec si on se compare avec la Hollande, si on se compare avec les États-Unis? Qu'est-ce qui reste? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs équipements qui ne sont pas là chez nous? Oui, bien, en fait, de notre côté, c'est sûr que même à notre niveau de notre entreprise, on engage souvent des stagiaires à chaque année parce qu'il y a beaucoup de nouvelles expertises, beaucoup d'échanges de connaissances à faire. Il y a beaucoup de technologies, en fait, qui sont bien en place, mais il y a toujours encore de la place au développement. Puis, il y a beaucoup d'universités déjà là, qui sont impliquées. Je veux dire, mon background vient de ma formation en génie des bioressources à l'Université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue, où il y a un bon campus de génie agricole. Il y a l'Université Laval aussi, qui a un bon campus de génie agricole, où se fait beaucoup de recherches en continu et beaucoup de synergie entre les différentes universités pour le développement. Et il y a aussi les associations de producteurs en serre au Québec ou les associations agricoles qui supportent beaucoup quand même là, la recherche et les initiatives de tester des nouvelles technologies, donc d'aller voir qu'est-ce qui se fait à l'extérieur pour les tester sur différents sites. Donc, il se fait beaucoup de projets de démonstration comme ça et qui sont partagés dans les divers événements là, annuels pour l'industrie. Donc, si je suis un étudiant, je termine mon premier, mon deuxième, mon troisième cycle, c'est un secteur porteur au Québec parce qu'on a quand même un climat spécial. Je me rappelle une année à notre entreprise agricole où il avait fait moins 16 la nuit, c'était monté, mais c'était monté environ avec la pluie plus 10, puis c'était retombé la nuit suivante à moins 30. Donc, je ne connais pas où c'est comme ça, mais c'est votre réalité aussi, là, Jean. Oui, parce que quand on parle de variation, dans le fond, au niveau de l'équipement, comme Lou Martin l'a dit, il y a des échanges, oui, d'un point de vue international, il y a des choses qui sont similaires et qui s'appliquent quand même assez bien ici. Au niveau culturel, quand on fait la production d'une serre ou de tomates au Québec versus en Hollande ou dans le sud de l'Espagne ou en Angleterre, c'est des endroits différents, c'est des climats différents, c'est de l'ensoleillement, des variations d'humidité différentes. Donc, ça nécessite une connaissance à appliquer dans ces conditions-là. Donc, chaque fois qu'on change de place, en fait, sur la planète pour produire, il faut se réadapter à la condition climatique externe pour optimiser la condition climatique à l'intérieur de la serre. Donc, ça nous amène à la question de Josée Provençal. Bonsoir, Josée. Elle nous dit
Qu'en est-il des serres au solaire passif? Il n'est pas possible d'avoir des serres comme vous parlez à grande échelle partout au Québec. Il ne faudrait pas artificialiser le sol comme en Espagne, mais pour les plus petits producteurs, pour démarrer leur culture, ça serait intéressant, non à moindre coût, point d'interrogation. Qu'en pensez-vous? Oui, en fait, tout à fait. En fait, c'est ça qui est intéressant. Non seulement quand on parle de technologie ou de solution, il n'y a pas qu'une seule solution, il n'y a pas une meilleure solution parmi d'autres. Il y a des solutions qui sont peut-être plus adaptées au niveau de production, au lieu, par exemple, et à différentes échelles. Donc, il y a beaucoup de place, en fait, pour une diversité de solutions, diversité de technologies, diversité d'idées, dont les serres passives en particulier, oui. OK. Donc, on a une petite difficulté avec ta connexion, mais on va le reprendre tantôt. On pourrait penser à titre d'exemple dans le nord du Québec où la tomate importée et la tomate amenée par avion est 20 $ le kilo, là, à titre d'exemple. Avoir une micro-production, mais ça sera autre chose. Exactement. Puis les choix qu'on ferait pour une serre ou une production de tomates, par exemple, qui serait dans le Grand Nord, ce ne seraient pas les mêmes choix technologiques qu'on ferait justement à Montérégie ou près de Québec ou d'autres régions. C'est vraiment des solutions adaptées. Et là, toutes ces idées-là, qu'ils soient passifs ou semi-passifs ou actifs et passifs, les deux, la combinaison de tout ça, serait envisageable. Ça serait appliqué. Fait que toutes les idées restent bonnes, en fait. Oui. Il y a beaucoup d'adaptations à faire en fonction des cultures qu'on veut utiliser. Il faut garder en tête qu'un plant de tomate qui croît à Lévis ou qu'on fait croître dans le nord du Québec, il y a la même exigence. Alors, il faut adapter les cultures. Il y aura donc nécessairement des adaptations en fonction du climat local. Parfait. Donc, dernière question avant de passer à Léon qui est avec nous. Calme, comme la vice-première ministre disait, il faut rester calme, et il le fait. Donc, Carl nous dit, bonjour, selon vous, comment le tarif d'électricité pourrait être compétitif avec le gaz naturel? Si le tarif, elle, est à 4,5 cents du kilowattheure, donc 11-12 $ du MMBTU, et le gaz naturel à 8 à 11 $ le MMBTU. Donc, c'est une question très technique. Essayez de me mettre ça simple, puis peut-être qu'on pourra amener une réponse plus technique la semaine prochaine sur notre site web occuper.com en lien avec les réponses. Oui, exactement. Ce que je peux essayer de broder de façon courte, parce qu'en effet, il y a plusieurs tarifs, il y a plusieurs échelles de tarifs aussi selon les consommations, selon les puissances. Donc, c'est ça qui est évalué en fait d'un projet à l'autre. Puis c'est pour ça aussi qu'il peut arriver qu'un projet à une certaine échelle, certaine utilisation, certaine puissance, l'électricité reste compétitif pour le producteur en question. Peut-être c'est pas nécessairement comparativement au gaz naturel, ça peut être comparativement au propane, ça dépend de sa situation. Et c'est pour ça que je pense que les associations de serre essaient de trouver une façon de rendre ça un peu plus large, de rendre ça un peu plus accessible pour différents producteurs. Mais oui, on pourrait essayer de revenir avec peut-être des chiffres un peu plus précis selon le tarif, là, absolument. Tout à fait. Puis Jean, corrige-moi, mais Oui. il pourrait également avoir les deux, puisque certaines plantes ont un besoin de température à la cime différente de celui qu'au pied ou au milieu de la plante, et donc faire du micro-chauffage dans une zone de la plante. Oui, c'est vrai. Peut-être je prendrai l'occasion pour rappeler que les tarifs d'électricité qu'on aimerait avoir au Québec, c'est principalement pas pour chauffer la terre, mais pour éclairer la culture. Donc, même si le gaz naturel tombe à 2 sous le kilowattheure, je n'aurai pas plus d'énergie pour éclairer la culture. Oui, pour chauffer la serre, à moins que j'ai une centrale de production, d'autoproduction d'électricité, et que j'arrive à battre 4 ou 5 sous, mais essentiellement, c'est des tarifs qu'on recherche pour l'éclairage. Et donc, les tomates, ça ne pousse pas sous des bras zéro comme sur les terrasses. Non, c'est ça. Alors, tous les variétés, tous les végétaux ont un minimum d'énergie lumineuse nécessaire pour pour porter un fruit à maturité. Exactement. Puis ce que j'ajouterais, c'est vraiment de rendre ce tarif-là accessible à toutes les grandeurs de producteurs, que ce soit petits, moyens et grands, justement pour l'éclairage en particulier, oui. Et d'avoir le réseau de distribution triphasé pour pouvoir alimenter. Là, on est dans le très technique, là, mais bref, d'avoir le bon grosseur et le bon système électrique pour le rendre jusqu'à la ferme.
Sur ce, maintenant qu'on a parlé de brasero, n'est-ce pas, il faut passer au grill, le barbecue, le chauffage. Donc, Léon Gosselin qui va venir nous présenter le programme Chauffer Vert. Donc, Chauffer Vert, tu nous le présentes et ensuite, on va pouvoir répondre aux questions de tout le monde. Donc, Léon, c'est à toi. Tu te mets en 16, je ferme mon micro et c'est à toi. Donc, c'est bien parti? Oui. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des programmes gouvernementaux d'aide financière pour la conversion énergétique de Transition énergétique Québec. Transition énergétique Québec, c'est une société d'État qui a été fondée en 2017 à partir du Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique, qui était au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à ce moment-là. Donc, Transition énergétique Québec est là pour soutenir, stimuler, faire la promotion de la transition, de l'innovation, de l'efficacité énergétique. On coordonne, on met en œuvre plusieurs programmes là, du gouvernement pour atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre. On a plusieurs programmes, des bons résultats à travers ça aussi. Donc, les programmes de Transition énergétique Québec sont sous quatre secteurs principaux, donc le résidentiel, transport, affaires et innovation. Nous, ici, principalement, ce qui nous intéresse, c'est le secteur affaires là, qui touche le secteur agroalimentaire ou qui l'englobe. On a le programme Éco-performance, biomasse forestière résiduelle et chauffe vert CII, qu'on appelle commercial, institutions et industrie. Éco-performance, principalement, c'est des projets de réduction de consommation ou d'efficacité énergétique, soit dans les combustibles ou aussi dans l'électricité. Biomasse forestière, lui, bien sûr, c'est la conversion de combustible fossile vers la biomasse forestière résiduelle. Puis chauffe vert, la même chose, conversion de combustible fossile vers l'électricité ou la biomasse forestière résiduelle. Donc, c'est un petit peu petit, je suis désolé. C'est les résultats un petit peu des programmes qui fonctionnent depuis un certain temps. Ceux qui nous intéressent vont être en gros ici, principalement pour dire que le programme de biomasse forestière a fait environ 170 projets pour des investissements, là, pour des subventions, je voudrais dire, de 48,5 millions de dollars. Donc, un peu moins de 300 000 en subventions par projet qui nous est apporté. Je fais mention ici du site web de Transition énergétique Québec, là, qui est la référence, dans le fond, où toutes les informations que je vais vous dire aujourd'hui, puis encore plus, sont disponibles sur le site qui est bien fait. C'est là aussi où on peut avoir les documents, puis les informations pour participer au programme. Donc, si jamais quoi que ce soit qui est oublié, ou en tout cas que vous n'avez pas dans la présentation ce soir, tout se trouve sur le site. Puis aussi nos coordonnées, si jamais vous voulez nous retrouver ou nous poser directement des questions sans lire toutes les pages ou vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas là, à nous contacter par rapport à ça. Donc, le programme que je m'occupe principalement, puis qui est très intéressant chez Transition énergétique Québec, est biomasse forestière résiduelle, qui, dans le fond, sert à réduire les émissions de GES par la combustion de biomasse pour directement remplacer les combustibles fossiles. Donc, dans le programme, il y a deux volets, le volet d'analyse et le volet d'implantation. Donc, le volet d'analyse, principalement, c'est pour avoir l'opportunité s'il y a quelque chose à faire dans le secteur ou avec vos activités, dans le sens où on va comparer les investissements et les économies par rapport aux possibilités du secteur. Il y a aussi un volet approvisionnement, donc voir si on est capable de recevoir toute la biomasse qu'on a besoin pour nos projets dans les caractéristiques qu'on a besoin, une certaine stabilité, donc pour voir si c'est possible. Et il y a le volet implantation qui, lui, ben, c'est directement le projet de conversion là, quand on est prêt à passer à l'œuvre, puis faire le projet. Donc, le volet analyse souvent mène au volet implantation quand les résultats sont intéressants pour l'entreprise. Donc, les objectifs principaux du programme, là, réduire les GES, remplacer les combustibles fossiles, soutenir la filière naissante qui est écrit ici. Je dirais que c'est le terme qui était utilisé au départ du programme en 2012-2013. Je dirais maintenant que la filière elle est mature, quoique de niche encore, mais il n'y a aucune problématique technique à utiliser la filière de la biomasse principalement aujourd'hui, tant qu'elle est adaptée aux besoins puis que, dans le fond, c'est bien analysé pour ce qui est requis.
Puis on cherche aussi à développer les réseaux de distribution d'un petit peu d'économie circulaire que peut apporter la biomasse ou les projets qui sont apportés chez Transition énergétique Québec. Donc, l'admissibilité qu'on parle des secteurs visés, ben, on parle du secteur affaires, en gros, qui est commercial, institutionnel, municipal, industriel, manufacturier, secteur primaire, secondaire. Principalement, il faut que ça ait un site au Québec, bien sûr. On parle toujours d'un projet additionnel, qui est un projet, dans le fond, qui augmente ce que la logique nous prescrirait, je dirais. Donc, plus qu'une norme, plus que standard. Donc, diminuer de la consommation par une diminution de la production, par exemple, c'est juste logique. Donc, il n'y a pas de subvention. Ou si le secteur d'activité implante une nouvelle norme, il faut changer nos machineries pour atteindre une nouvelle norme. Dans le fond, ce n'est pas quelque chose qui est considéré additionnel. Donc, les subventions ne s'appliquent pas pour ces projets-là. Bien sûr, on parle de projets non commencés. Donc, il faut analyser les choses d'abord. On parle d'aide financière, bien sûr, avec, dans le fond, un modulé pour les grands et petits consommateurs. La limite ou la barre est à 36 000 gigajoules non électriques pour la consommation. Donc, c'est très élevé quand même. Là, on parle d'à peu près 1,5 million de litres de propane ou plus de 900 000 litres de mazout numéro 2. Donc, c'est des bonnes consommations, mais ça reste que c'est des projets qui peuvent se rendre à nous. Je parlais précédemment du volet analyse qui est très intéressant là, pour les études de conversion ou les études d'approvisionnement. On va subventionner jusqu'à 50 % des dépenses ou jusqu'à concurrence de 25 000 $ pour les petits moyens consommateurs et jusqu'à 50 000 $ pour les grands consommateurs. Donc, c'est un programme exclusif. Donc, s'il y a d'autres subventions, il y a un choix à faire. Pour le volet implantation, qui est la conversion de la biomasse vers la conversion vers la biomasse forestière. Les aides financières, bien, ils sont modulées encore une fois à 50 % des dépenses admissibles, le maximum, ou on a un 125 $ de la tonne, ou une PRI qu'on peut ramener à 2, 3 ou 5 ans selon le secteur. Donc, c'est le moindre des montants calculés selon le projet. On peut aller jusqu'à 3 millions par demande. Puis, il y a un cumul là, possible avec d'autres subventions ou d'autres sources là, comme le fédéral qui pourrait mettre des subventions, qui permet d'augmenter le 50 % jusqu'à 75 %. Donc, ici, c'est quelques cas de figure juste pour montrer un petit peu qu'est-ce que peut apporter des scénarios similaires. Donc, pour le mazout, un 50 000 litres à 90 sous du litre va coûter 45 000 $, mais pour le retirer, l'aide financière ressemblerait à peu près à 166 000 calibré sur le retrait des gaz à effet de serre. Même chose pour le propane là, à 75 000 litres. À 60 cents du litre, encore 45 000. Lui, la subvention est environ de 140 000 $ là, par rapport à la réduction des gaz à effet de serre qu'on peut offrir. Donc, ou à 50 % des dépenses admissibles, ça fait des projets là, aux alentours de 300 000 $. Pour convertir ces deux sources-là, on tombe environ à 110 tonnes de biomasse. C'est sûr que ça peut varier selon l'humidité, le type, mais ici, là, on a pris de la granule qu'on a estimé à peu près 250 $ de la tonne. Donc, on voit qu'il y a quand même une économie de 45 000 à 27 500 pour passer du mazout ou du propane vers la biomasse. Puis, on voit qu'aller vers l'électricité, il n'y a pas nécessairement de subvention directement présentement, puis l'économie est moins intéressante sur ces cas-là qui sont très théoriques, mais on peut voir des cas qui sont un petit peu plus réels, qui ont été présentés, qui nous ont été présentés. Donc, un cas du centre du Québec, qui est une conversion de chaudière 1000 kW. Donc, on éliminait 290 000 litres de propane pour utiliser 675 tonnes de biomasse. Pour nous, c'était 433 tonnes de réduction de tonnes de GES. Des investissements à 400 000 $ pour une aide financière à 50 % de l'investissement, donc 200 000 $. L'économie qui était apportée était à 50 000 $ annuellement, l'économie sur l'énergie. Donc, on a fait diminuer la période de rentabilisation de 8 à 4 ans pour ce projet-là de serre directement. Donc, on peut avoir d'autres secteurs un petit peu là, agroalimentaires, donc dans sur un site avicole de poulet.
Dans le fond, un générateur de chaleur qui convertit 515 000 litres de propane vers 765 tonnes de biomasse. Équivalent en tonnes de GES, aussi 565 tonnes. Le projet un petit peu plus gros, un peu plus qu'1 million. On a subventionné aussi à 50 % de l'investissement pour des économies de 85 000 $. On a fait diminuer la PRI de 15 ans à 7 ans et demi. Donc, ça reste quand même des bonnes PRI. Donc, c'est pour ça des fois que le projet ou le volet analyse peut devenir intéressant pour avoir ces chiffres-là avant de passer à l'action. Dernier exemple ici là, pour du séchage, donc en Montérégie, séchage de maïs, 150 000 litres de propane qui ont été convertis vers 200 tonnes de biomasse. Pour nous, 225 tonnes d'émissions de GES réduites. Investissement à 600 000. Ici, l'aide financière a été calibrée au coût de la tonne. Donc, ici, 35 000 $ économie, 7 à 9 ans, des projets un petit peu moins rentables. Mais toujours intéressant. On a Chauffé Vert commercial qui, lui, c'est plus pour des petits projets, un programme, je dirais, du tac au tac. Donc, un formulaire, quelques factures, puis on peut passer à l'action. Donc, un petit peu moins d'analyse, un petit peu moins généreux aussi. Donc, je vous dirais, c'est les mêmes objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour le volet commercial. Je résume avec l'énergie, mazout, moins de 10 000 litres, propane, moins de 15 000 litres pour des petits projets qui se font assez clés en main. Pour la subvention, c'est 2 $ du litre en moyenne de consommation. Donc, on fait la démonstration de la consommation annuelle, puis on va subventionner le retrait à 2 $ du litre ou 1,30 $ pour le propane, maximum 75 % des dépenses. Des exemples un petit peu comme ça, des retraits de 3 000 litres, coût de travaux de 10 000 $, donc on subventionne 6 000 $. Donc, on parle vraiment de plus petits projets ici qui ne nécessitent pas de firme d'ingénierie pour calculer, donc pas de volet d'analyse, c'est vraiment directement avec les équipes de transition énergétique qu'on fait affaire pour ce programme-là. Et finalement, je parle rapidement, on a aussi le volet chauffé vert pour les résidences. Dans le fond, s'il y a des combustibles, c'est sûr que les serres, c'est pas vraiment des résidences, mais en bout de ligne, pour convertir tout combustible fossile, les programmes chauffé vert permettent d'installer la biomasse, donc pour développer la filière, pour aller vers ce source d'énergie-là. Le programme résidentiel aussi accepte les projets à la conversion de biomasse. Donc, c'est intéressant. Puis, il y a des subventions pour les maisons là, aux alentours de 1 000 $ et un petit peu plus pour les maisons individuelles. Donc, plusieurs subventions. La petite page de communication ici. Puis je termine en vous disant, j'ai parlé vite un petit peu. Il y a beaucoup de programmes, beaucoup de notes par rapport à l'aide financière, aux informations d'admissibilité. Mais tout se retrouve sur notre site Internet très détaillé ou contactez-nous. Ça va me faire du plaisir de vous l'expliquer en détail. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a une question de Vincent Nadeau qui nous dit que c'est la biomasse forestière résiduelle signifie que la biomasse, c'est la biomasse qui n'est pas utilisée par l'industrie du papier, du bois, mais qui a déjà été coupée. Donc, on parle de résidus à la scierie ou bref, on ne coupe pas des arbres debout pour en faire des copeaux pour l'amener. C'est très normé au Québec, n'est-ce pas? Oui, dans le cadre du programme, c'est spécifiquement mentionné aussi qu'on recherche un type de biomasse qui est spécifiquement résiduel. Donc, il n'y a aucune coupe par rapport à ça. Ça va provenir soit de granules déjà fabriqués par des compagnies qui, elles, ont des ententes qui récupèrent justement le bois non valorisé ou autre, ou justement des systèmes qui sont à la bûche, donc qui peuvent venir de cordes de bois tel quel. Donc, par rapport à ça. Mais non, il n'y a aucun arbre coupé par rapport à la biomasse qui va être accepté dans le projet. Donc, on peut voir plein de choses sur Internet de ces temps-ci, dont certains films qui nous disent que la biomasse, c'est terrible, on rase des forêts. Là, c'est vraiment pas le cas au Québec parce que c'est excessivement normé. Les émissions de résidus, les émissions à l'air sont excessivement normées. Et donc, on est dans le résiduel, quelque chose qui est valorisé, mais qui est disponible. Peut-être juste une question, Léon, en terminant, parce que le temps file.
Tu nous dis qu'il faut remplacer, mais là, on a entendu Jacques et on a entendu Louis-Martin de dire que dans les serres, il faut toujours des systèmes de backup. Comment est-ce que le programme gère ça, le système de backup, versus faire une conversion complète? Parce que ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils peuvent faire une conversion partielle, mais ils ne peuvent pas mettre un seul type de chauffage. Comment est-ce que le programme gère ça? Dans le programme biomasse forestière, le backup, il peut rester. En fait, on va regarder le scénario d'utilisation, puis on va faire des validations annuelles avec les personnes qui font des projets avec nous pour s'assurer, dans le fond, qu'on atteint les cibles de réduction de GES. Mais on permet le backup, justement, puis s'il a à fonctionner, on demande l'explication à savoir pourquoi, puis il n'y a pas de pénalité si c'est une logique associée justement à un backup, là. Mais dans le programme biomasse, c'est un programme qui permet d'avoir le système en parallèle, dans le fond, étant donné que c'est du vivant, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, c'est permis dans le programme biomasse. Dans le programme chauffé vert, c'est pas permis, par exemple, parce qu'on parle beaucoup plus de petits systèmes qui, je dirais, dans un temps hors COVID, permet d'avoir un installateur à côté qui peut venir le réparer le lendemain. Donc, on ne parle pas des mêmes puissances, des mêmes complexités techniques. Donc, c'est pour ça que dans le plus petit système, on oblige le remplacement complet. Mais dans le grand système, le backup est permis dans les scénarios. Parfait. Alors, c'est pas mal tout le temps que nous avons. Donc, si vous avez des questions, si on n'a pas répondu à vos questions, vous nous les envoyez à info@commercialaqper.com. Vous pourrez revoir le vidéo, vous allez recevoir un lien, mais si jamais vous ne le recevez pas, vous allez sur YouTube, vous tapez dans le moteur de recherche aqper.com et non, plutôt AQPER et YouTube va vous amener sur notre chaîne. Vous pourrez le réécouter. Et la semaine prochaine, on va poursuivre dans les fruits, les légumes et autres, mais le thème est lumière sur la distribution alimentaire parce qu'il y a la production, puis il y a également comment ça se rend chez vous. Donc, seront avec nous nul autre que la star académique du secteur agroalimentaire, Sylvain Charlebois, professeur à l'Université de Dalhousie, que vous pouvez lire régulièrement dans la presse. Il y aura une autre sommité canadienne, Yves Poisson, qui va venir nous parler des systèmes d'énergie solaire. Donc, on va transférer vers l'énergie solaire la semaine prochaine. Et Sébastien Caron, quelqu'un qui en installe énormément de systèmes de Volt Énergie, qui va venir nous expliquer les systèmes, comment ça fonctionne et comment ça peut venir réduire les GES émis par le camion que vous voyez là. Poser des questions, comment l'énergie solaire peut faire réduire les GES de la semaine des camions qui transportent les tomates des serres de Perse. Ils ne sont pas encore là, mais peut-être que c'est à ça qu'ils vont transférer leurs camions. Mais commencez à vous poser des questions, commencez à faire des recherches et on vous amène la réponse la semaine prochaine. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci à nos invités. N'hésitez pas à poser de nouvelles questions, ça nous fait plaisir d'être là. Et à la semaine prochaine, passez le mot, partagez-le à vos amis. Et voilà, on continue à